Bonsoir à tous. Je laisse peut-être partir... Non, restez quand même. Voilà, Franco Lasecla a eu l'amitié de venir pour commenter et réagir à ce film. Il a écrit un ouvrage également qui s'appelle Le Malentendu. On pourrait dire que tout le film est aussi sur un malentendu. Il a écrit de très nombreux ouvrages. Il y en a un qui s'appelle Les pâtes et les pizzas, c'est ça? Oui. Un autre sur le point G, chez l'homme. Oui, le point, oui, enfin bon. Je ne l'ai pas lu, celui-là. Un autre sur Ivan Illich. Et puis, évidemment, celui que beaucoup dans le public connaissent, Contre l'architecture, qui est un livre très personnel, très bien écrit, qui n'est pas du tout académique et qui est une sorte de promenade dans le star system contemporain de l'architecture, avec aussi une critique assez radicale du branding territorial. Vous savez, c'est les marques, hein, ou bien les grands philharmoniques et autres bâtiments emblématiques. Et Franco analyse ça comme étant le symptôme d'une certaine époque de la mondialisation. Mais là, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de ce film, Le Mépris, qui est extraordinaire. Je me suis retenu pour ne pas applaudir parce que c'est la énième fois que je vois ce film, mais d'abord, je trouve que les comédiens sont tous excellents, y compris Jean-Luc Godard, qui joue très bien son rôle d'assistant de Fritz Lang, hein, avec son chapeau à la fin, on l'entend, puis sur le bateau, on l'entend aussi. Et il y a là une admiration étonnante de Godard, qui, en 1950, il a donc 20 ans, il est né en 1930, il publie déjà un article sur Moravia, Alberto Moravia, en disant que c'est un romancier qui a le sens de l'échec. Et effectivement, la plupart des romans de Moravia relatent finalement des échecs ou des situations tendues, comme celle qu'on a vue dans ce film, tirée du roman de Moravia qui s'appelle Le Mépris, qui est publié en italien en 1954 et en France par Flammarion un an plus tard. Et je raconte 2-3 petites anecdotes sur ce film parce qu'il pense à cette adaptation, il en parle à Conti, Pablo Conti, qui est un grand producteur italien, et puis à Georges de Beauregard, qui est son producteur habituel depuis À bout de souffle. Et là, il pensait à deux comédiens très, très, très intéressants, mais qui n'ont pas été retenus d'une certaine façon, qui sont au départ, je regarde parce qu'il y a eu Kirk Douglas et Silvano Mangano, mais bon, ça n'a pas été retenu. Et puis, auparavant, il avait pensé à Frank Sinatra et Kim Novak. Et alors, à ce moment-là, le producteur Carlo Ponti a dit non, il faut que ce soit ma femme, Sophia Loren, qui joue le rôle, avec Marcello Mastroianni. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit non, il faut que ce soit, que ça attire le public, que ça marche, et donc pour ça, il faut une star. Et la star de l'époque, en 1963, c'est Bébé, Brigitte Bardot. Donc, vous vous en souvenez peut-être, dans le film, à un moment donné, Fritz Lang donne une citation d'un texte de Bébé, Bertolt Brecht. Mais en fait, Godard joue sur le mot, évidemment, c'est une citation qu'il a dégotée pour pouvoir théoriser sa réflexion sur Hollywood, puisque le texte s'appelle Hollywood, précisément. Donc on est toujours chez Godard dans le cinéma, hein, bien évidemment. Et donc on lui impose Brigitte Bardot. Je lui dis on lui impose parce qu'il ne l'aime pas du tout, il la trouve moche. Et il la trouve vraiment pas jolie du tout. Il en veut pas, mais bon, elle est imposée. Et dans le contrat, il y a 2 scènes de nu. Et il ne les tourne pas. Comme il la trouve moche, il la tourne pas déshabillée. Hein. Et évidemment, quand on voit les rushs, à ce moment-là, on lui dit non, c'est dans le contrat, il faut absolument qu'elle s'exécute. Donc il retourne plusieurs scènes où on la voit nue, avec la scène sur le toit, donc le solarium, où là elle est nue, et lui, très, très vulgairement, pose un polar sur ses fesses, vous l'avez peut-être vu, et le titre du polar, c'est « Entrer sans frapper ». Et Michel Piccoli trouve tellement ce truc indélicat qu'il retourne le polar afin que ce ne soit pas lisible pour le public. Voilà. Donc c'est pour vous dire que la tension était très tendue. Il détestait également l'Américain, qui est un comédien évidemment très très célèbre à l'époque, Palance. Et puis il y a une scène qui a été tournée mais qui est pas dans le montage, qui est une scène d'amour entre Brigitte Bardot donc et le
le producteur américain, et elle a refusé de le tourner parce elle trouvait ce type désagréable, enfin physiquement, elle ne le supportait pas. Donc là, il a fallu engager une doublure, et lui était furieux de faire cette scène d'amour avec une doublure et non pas avec Brigitte Bardot. Donc c'est pour vous dire que c'est un tournage qui s'est bien passé dans le temps, il n'y a pas eu de surfacturation, contrairement aux architectes souvent, hein. Mais il y a eu quand même toujours une tension énorme. La villa que vous voyez où le producteur invite à un moment donné Camille et Paul, eh bien c'est la villa qu'on avait louée pour Brigitte Bardot, hein, qui à l'époque vivait avec Samy Frey. Enfin bon. Et bien alors en fait, le film, pour aller très très vite, après je laisse la parole à Franco, le film en fait est comme toujours chez Godard et comme bien souvent chez les réalisateurs, autobiographique. C'est un moment très douloureux pour lui. Anna Karina est en train de le tromper avec d'abord Jacques Perrin, puis avec Maurice Renet, je m'y perds dans tous les noms. Bon. Et donc lui, évidemment, est malheureux, excessivement abattu par ça, et on voit dans le film sans cesse Anna Karina. C'est pour ça qu'elle porte une perruque brune à un moment donné, évidemment. Et c'est pour ça aussi qu'elle prononce des tas de mots grossiers qui sont, à avouer Anna Karina bien après, dans un livre de mémoire, elle rappelle que c'est tout à fait les mots qu'elle lui disait en français, elle qui parlait avec un magnifique accent danois, et lui disait non, ta bouche ne peut pas prononcer ces mots horribles. Alors elle insistait là-dessus, et donc tout ce que Godard fait dire à Brigitte Bardot, en fait, ce sont des scènes qui ne sont pas dans Moravia, mais qui sont réécrites par Godard à partir de sa vraie scène de ménage avec elle, qui dans le film dure plus de 25 minutes. Hein, et avec les passages très théâtraux, hein, on est d'unité de temps et de lieu, mais on sort d'une pièce pour entrer dans une autre. C'est absolument, enfin moi je trouve ça absolument remarquable. Alors quand le film est paru, est sorti en 63, ça a été un flop. Enfin, il y a eu quand même 233 000 entrées sur Paris, donc c'était pas mal du tout. Mais il n'y a pas eu de presse énorme, et Godard était encore et toujours L'homme à bout de souffle, qui est sorti en 59, donc 4 ans auparavant. Depuis, il avait réalisé plusieurs films chaque année, donc c'est une productivité inouïe. Et donc, seul un critique de cinéma va l'encenser. Alors vous allez voir que c'est pas n'importe qui, c'est Louis Aragon, qui dirigeait à l'époque les Lettres françaises. Et dans les Lettres françaises, il dit au public, si vous voulez rencontrer un génie, allez voir Le Mépris. Car Le Mépris, ça, c'est du roman, dit Aragon. Il ne dit pas c'est du cinéma, il dit c'est du roman. Donc tout ça est très intéressant. Franco, alors ce film-là, après on parlera peut-être de la villa, mais d'abord, comment tu l'as vu? Moravia, et je le précise aussi, est critique de cinéma dans l'Espresso à ce moment-là. Donc il y a une proximité quand même entre les romans de Moravia et une écriture assez cinématographique d'une certaine manière. Du reste, on a adapté, je crois, 7 ou 8 de ses romans au cinéma, dont Le Conformiste, qui est un chef-d'œuvre. Là, je voudrais plutôt lire le film avec les yeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, non? Alors là, je crois que peut-être il y a des choses que Godard, non, inconsciemment, savait qui ne sont pas exprès de manière explicite. Non, mais alors, d'abord, il y a beaucoup d'architecture, parce que c'est vrai qu'il y a un appartement vide, non, presque terminé. Il y a une fausse ville, que c'est Cinecittà, non, c'est ça. Et après, il y a cette villa incroyable, que c'est la villa d'un autre romancier, qui s'appelle Curzio Malaparte, quelqu'un de très très difficile, même pour l'Italie, parce que c'était un homme un peu... Bon, il est comparé toujours à Céline comme type de trajectoire, non, dans la vie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était fasciste, il était un des premiers fascistes, non, avec Mussolini. C'était quelqu'un qui avait participé à la Première Guerre mondiale. Donc c'était un homme avec beaucoup de courage. Et c'était aussi un homme un peu insupportable. C'est-à-dire c'était toujours quelqu'un de très brutal, non, mais qui savait jouer.
non, entre l'écriture et la politique. Non, et c'est quelqu'un qui, à bout d'un moment, non, il a participé même à la guerre de Russie. Non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu et s'est aussi opposé à Mussolini à bout d'un moment. Non, il a même essayé de faire un coup d'État contre Mussolini, oui. Il a passé un année ou 2 années aux confins, c'est-à-dire il a été confiné dans l'île de Lipari, et c'est dans l'île de Lipari qu'il a saisi cet incroyable escalier, non, qui après il a bâti. C'était une église de l'île de Lipari qui était bâtie de la même manière. Non, alors c'était petite au début et qui allait s'agrandir, s'élargir. Et bon, et après qu'est-ce qu'il a fait? Après, bon, c'est un mystère, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, il passe de l'autre côté. Et il y a un an en Finlandie, très mystérieux, non? Et il passe de l'autre côté, il se retrouve avec l'armée des Alliés à côté du général qui occupait Rome à ce temps-là. Il devient très ami avec ce général qui s'appelle Cummings et il devient un des premiers de l'armée nouvelle italienne, non, qui allait libérer l'Italie. Alors, c'est un homme qui en même temps écrivait beaucoup avec un style très lourd. Non, c'est un peu difficile à lire aujourd'hui parce que c'est un style alourdi. Non, on voit toujours l'homme qui se présente comme la personne qui a toujours compris. Non, il a compris que les Américains ne comprennent rien de l'Italie, il a compris que les fascistes se trompaient, il a compris les Italiens. Non, tout ça, c'est dans un livre qui quand même est un livre étonnant, qui s'appelle La Pau. Et c'est un livre aussi où il y a une histoire sur la villa. La villa, il a commencé à bâtir cette villa à moitié des années 30. Oui, ben, il avait confié à un architecte qui s'appelle Libera. C'était un des grands architectes rationalistes, nous, du fascisme aussi. Oui, mais on sait très bien que la première architecture fasciste était beaucoup constructiviste, non, rassemblait beaucoup à d'autres choses du futurisme et tout ça. Mais quand même, il confie ça à un architecte et après, il continue seul. Il décide que c'est sa maison à lui. Il appelle cette maison Casa come me, que ça veut dire c'est une maison comme moi. Non? Et après, c'est une espèce de temple pour lui. Et c'est dans cette ville-là qu'il héberge aussi Rommel. C'est-à-dire on est toujours pendant la guerre. Rommel passe de l'île de Capri, il fait visite à Malaparte et il lui demande « Mais c'est vous qui avez bâti cette ville-là, c'est vous qui l'avez conçue ?» Et Malaparte répond « Non, je n'ai pas conçu la ville, j'ai conçu les paysages. » Non, et c'est étonnant parce qu'on voit aussi tout ça dans le film. C'est-à-dire que dans la villa, la chose vraiment étonnante, c'est les paysages. Il faut remarquer qu'il a eu le permis de faire ça parce qu'il était très copain avec, avec Mussolini, plutôt avec Ciano, c'est-à-dire avec les genres de Mussolini. Alors, il avait toutes les permissions pour construire partout. Mais il a construit cette villa. Il a continué à vivre. Mais alors là, en revenant alors, il y a une partie de la Pau où il décrit les bombardements de Naples vus par Capri. Là, il faut expliquer un peu qu'est-ce que c'est Capri. Capri, c'est une île remarquable, mais c'est une île un peu effrayante. Hein. C'est une île pleine d'abîmes. Il y a un endroit qui s'appelle l'abîme de Tibère, non? Mais c'est-à-dire que c'est une île qui fait peur. Hein. Ce n'est pas une île, comment dire, paisible. C'est une île avec des tempêtes, c'est une île avec des abîmes, et même la ville est conçue d'une manière d'être... Vous savez, c'est incroyable parce qu'on monte sous l'escalier et après on arrive sur la terrasse et il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à la maison.
par la terrasse. Et ce sont deux éléments qui n'ont rien à faire avec le reste de la maison. Mais alors, je crois que dans les films de Godard, il y a quelque chose sur l'architecture qui est très forte, qui est l'idée que l'architecture ne suffit pas. C'est-à-dire que même les côtés spectaculaires, même les côtés luxe de l'appartement, mais tout ça n'est rien, c'est rien face au vrai mouvement de l'esprit, aux vraies émotions, au mépris, non, tout ça. Alors, et je crois que ça, c'est-à-dire qu'on touche la banalité de l'architecture, même dans des endroits incroyables comme la villa. Alors, ça c'est mon opinion, justement. Mais je crois qu'il y a toujours dans les films cette idée de la contraposition entre les bâtis et les paysages. Non, il y a des choses remarquables à niveau de la manière de montrer les paysages, non, ici. Et je crois que ça, c'est fort, non? C'est-à-dire que on a la perception que Godard savait bien que la ville Malaparte était le monument que Malaparte s'était bâti à lui-même. Et la ville est beaucoup plus belle que Malaparte. Non? Il y a quelque chose dans la villa, une espèce de grandiosité, non? qui fait pas partie du personnage, qui était un peu plus petit. Non? Imaginez que dans la villa, il y a un grand salon, il y a deux chambres, il y a une chambre à coucher pour lui et l'autre chambre qu'il appelait la favorite, c'est-à-dire que c'était la chambre censée accueillir la favorite du moment, non? Alors, même ça, c'est quelque chose qui raconte plein de choses sur le personnage. Mais quand même, non, c'est intéressant que c'est une lecture que Godard fait, je crois, à bout d'un moment, d'une architecture qui, quand même, quand le film a été tourné, c'était très moderne, non, absolument, totalement abandonné. C'est drôle parce que, vous savez, tu connais l'histoire de la ville, non, qui a été confié aux Chinois. Oui, non, c'est ça que je veux préciser, peut-être, c'est que Malaparte, donc d'abord, premièrement, il s'appelle, comment il s'appelle-t-il? Il s'appelle Eric Kunzer, c'est ça, son père est un choqueur, hein. Son père est allemand, sa mère est italienne, et en 1925, il prend le nom de Malaparte, et c'est un jeu de mots, il parle magnifiquement français, et il dit, il y a eu Bonaparte, qui a mal fini, donc moi je vais être mal aparté, mais je veux bien finir. Et en fait, il va mal finir puisqu'il va malheureusement mourir en 1957 à 59 ans d'un cancer, juste après son voyage en Chine en 1957. Et donc, il fait un testament qui va être contesté par la famille. Dans cet testament, il donne sa villa à la République populaire de Chine pour en faire un lieu de villégiature pour les romanciers chinois. Alors bon, donc du coup, quand Charles Beach, qui est chargé par Godard de trouver des lieux de tournage, trouve cette villa, elle est abandonnée. Elle est fermée à clé, donc il va falloir la faire ouvrir, mais ça c'est assez facile. Et ensuite, évidemment, l'aménager un petit peu, la nettoyer et effectuer le tournage. Et après le tournage, elle redevient cadenassée et à nouveau abandonnée. Il y a tout un long processus de contentieux juridique. Bon. Alors, ce qui est amusant, c'est que, et Franco, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, du reste, quand on connaît bien l'œuvre de Jean-Luc Godard, c'est vraiment un cinéaste du paysage. C'est-à-dire que c'est un cinéaste du paysage, et j'allais presque dire d'un paysage revu par les Grecs, c'est-à-dire les 4 éléments. Il y a toujours l'air, la terre, le feu et l'eau, même symboliquement ou réellement. Et là, il y a des tableaux, enfin ce sont des tableaux d'une certaine façon, mais toujours soutenus dans leur tonalité par la musique. Parce que les derniers films de Godard en particulier sont exemplaires là-dessus, c'est la musique et le paysage. La musique même étouffe les mots, non? On n'arrive pas à entendre plein. Oui. Mais je crois qu'il y a quelque chose de raté dans les films, alors je me permets de dire ça, parce que je crois que Godard voulait montrer aussi les côtés un peu, terrifiques du paysage.
alors que les paysages sont d'une douceur dans tous ces films, non, on n'arrive pas... Alors, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a la perception de l'abîme. Il y a l'abîme de la terrasse, il y a l'abîme de Michel Piccoli, non, qui regarde les paysages, mais tout ça n'arrive pas à être effrayant. C'est-à-dire que les paysages sont tellement doux je crois qu'il avait cette idée. Non, l'idée, c'était de montrer, non, qu'il y a des abîmes dans la vie. Donc, l'abîme, là, c'est la rupture, c'est la séparation, tout ça. Mais alors que dès que Jean-Luc Godard est un romancier, non, c'est lui qui, à la fin, finalement, on comprend que ce sont les émotions qui sont l'abîme, plutôt que les paysages ou l'architecture. Et alors, moi, ce qui m'a aussi énormément plu dans ce film-là, c'est ce que j'ai au tout début, ce sont les cadrages. Il y a une qualité de cadrage et de photographie. Alors là, peut-être que c'est dû aussi à l'architecture d'une certaine manière, c'est que pour cadrer aussi bien, y compris l'appartement, du reste qui est banal, enfin bon, que cette maison de Malaparte qui est exceptionnelle, on a là cette incroyable qualité, et toujours chez Godard, qui est un coloriste, ces couleurs très franches, très directes, hein, le rouge, le jaune, le bleu, voilà, on a des choses un peu primaires, comme on dit, mais à qui il donne une poésie absolument invraisemblable, hein, me semble-t-il. Alors, il avait pris Michel Piccoli, parce que comme il a accepté Bardot, il a pu prendre un gars pas très connu, mais qui avait 35 ans à l'époque, et qui a déjà tourné plusieurs films, mais des seconds rôles. Et là, ce film-là va lancer Piccoli. Oui, bah ça en France. Hein. Et Fritz Lang, alors là aussi c'est toujours amusant chez Godard, parce que comme c'est un cinéphile, évidemment, il rend hommage à Fritz Lang. Et il fait de Fritz Lang, finalement, un Américain cultivé. Pas un Allemand qui avait réalisé Métropolis, le film préféré d'Adolf Hitler. Non, non. Là, il le blanchit, j'allais presque dire. On l'entend même il y a une réplique au début qui explique ça. Non, non, il en fait vraiment l'homme de la qualité cinématographique de Griffith, enfin de Murnau, etc. Des grands cinéastes que Godard connaît parfaitement bien. Hein. Bon. Et donc là, il y a l'idée de demander à un cinéaste de jouer son propre rôle. Et là, à 73 ans, Fritz Lang avait un peu été étonné quand il a reçu cette lettre et il dit bah, Godard je connais pas trop, bon il se renseigne un peu et puis il dit bah, ça m'amuse, je vais dire oui. Donc il joue son propre rôle, c'est-à-dire que là il participe aussi à l'écriture du scénario, tandis que Brigitte Bardot le tournage s'est très mal passé. Ils sont très. Elle l'a dit plusieurs fois dans ses mémoires. Elle a écrit des mémoires, Brigitte Bardot. Et dans ses mémoires, elle écrit qu'elle était absolument torturée. Elle ne savait plus quoi répondre face à Godard, qui sans cesse l'humiliait par toute une culture cinématographique absolument invraisemblable. Et elle ne savait pas ça. Et quand elle a signé son contrat, elle a déclaré à la presse, comme ça, mais un peu naïvement comme elle l'est, d'une certaine manière, ou du moins directement, elle a dit « Chouette, je fais partie de la nouvelle vague ». Alors là, évidemment, c'était pour Godard et son équipe pas possible. Enfin bon, il en voulait pas du tout, quoi. Mais elle a lu le roman de Moravia, elle a trouvé ce roman excellent. Moravia lui a été un peu déçu par l'adaptation, mais il a été tellement bien payé qu'il a dit « je suis prêt à ce que Godard torture un autre de mes romans ». Pour ce prix-là, c'est très très bien. Bon. Et il y a cette incroyable, qui moi me plaît beaucoup, cette incroyable complicité entre Fritz Lang et Michel Piccoli. C'est-à-dire que là, on le sent dans le film, quand il s'en va, il salue, le vieux monsieur se lève, il lui fait un coup comme ça. Bon. Et en fait, après, ils vont s'écrire très régulièrement. Et c'est toujours l'intermédiaire en France de Fritz Lang sera Michel Piccoli. C'est quand même c'est des liens comme ça, assez incroyables. Hein. Michel Piccoli qui, comme Godard, sont évidemment, et heureusement pour nous et pour eux, vivants. Peut-être qu'il faut ajouter que Moravia, que vous aimez beaucoup en France, a été presque oublié en Italie. Je crois que c'est mieux comme ça, parce que je trouve que Moravia est très, lié à un certain moment de la littérature italienne, alors que Godard
même si on revoit son film, non, elle a toujours l'idée que c'est quelque chose de totalement actuel, non, ce qu'il fait. Les pages de Moravia sont, comment dire, sont lourdes de quelque chose qui a beaucoup à faire avec une espèce de snobisme existentialiste et romain. Et déjà, c'est pas possible de dire les trois mots ensemble. Hein. Le snobisme existentialiste et romain, c'est déjà... C'est impossible. Mais quand même, je trouve que c'est intéressant parce que là, alors il y a toujours ces glissements entre la littérature, le cinéma, l'architecture, sont très intéressants. Mais c'est vrai qu'au niveau d'architecture, ce film a vraiment déterminé un moment très important. C'est-à-dire que ce film a fait éclater aussi une attention incroyable pour la villa. Il y a eu plein d'architectes qui se sont inspirés à la Villa Malaparte. C'est intéressant parce que c'est une ville autoconstruite. C'est une espèce de... C'est le cas typique d'un propriétaire qui s'en fiche des architectes et qui fait lui-même beaucoup mieux que les... Ça a été totalement, vraiment difficile de bâtir la villa parce que c'est sur un rocher, il y a un petit escalier un sentier pour y arriver. Il faut amener les matériaux de construction en bateau, il faut les monter à dos d'homme, enfin c'était très compliqué. Il était très bien soutenu par le maire du village voisin et il faisait travailler les maçons locaux et donc il était tout à fait estimé. Mais Libera, il signe le contrat en 1938, en 1939 il ne se parle plus du tout et en 1942 il habite la maison. Donc là, on voit que ça va assez vite et du reste, plus jamais il parle de Libera. Mais peut-être que tu peux nous dire un peu ce que tu disais au début, tout à fait important pour nous, c'est qu'il faut être excessivement subtil dans l'utilisation du mot fasciste avec Libera. Je me souviens de ce film qui était paru sur la télévision italienne, La Rai, ce film de Pasolini qui s'appelle La forme d'une ville, où il explique que sa ville préférée, c'est Soboda, c'est-à-dire une des villes fascistes, enfin, et Mussolini, qui est quand même d'extrême gauche, et il essaie d'expliquer ça en disant, mais attention, le fascisme en Italie, c'est un gang, c'est un groupe de gangsters, mais ils n'ont pas réussi à s'implanter dans l'ensemble de la culture italienne. Et donc, l'architecture dite fasciste ne l'est pas. Alors, ce n'est pas du tout pour innocenter et a posteriori sauver des Libera et d'autres, et des Giovannoni, mais c'est pour montrer que, à la différence de la France pétiniste, l'Italie n'a pas été aussi massivement conquise et subordonnée à l'idéologie du pouvoir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais peut-être aussi que l'idéologie du pouvoir n'arrivait pas... c'est-à-dire que l'idéologie était très banale, non? Très stupide, non? Mais, et très brutale. Mais c'est vrai aussi qu'à côté, il y avait les nouvelles générations qui regardaient le fascisme comme quelque chose d'avant-garde, comme une avant-garde, non? Alors ce qui s'est passé au niveau de l'architecture, c'était déjà une espèce de globalisation, c'est-à-dire qu'on voyait les mêmes choses. C'était un style international. Alors que il faut dire que la plupart des architectes qui avaient travaillé pour le fascisme sont morts soit à Auschwitz, soit... Alors, il y a une histoire vraiment terrible. Non, ce que tu dis sur l'âge, c'est très important. Libera est né en 1903. Mussolini arrive en 1922. Il arrive du marxisme, donc avec le futurisme. Donc il y a une espèce de mélange assez bizarroïde, ce qui fait que je comprends très bien comment un gars de 19 ans peut se dire, voilà, là ce qu'on nous propose, c'est nouveau. Ça, c'est pas les... Oui, mais c'est vrai que là, il faut lire Malaparte. C'est-à-dire que c'est vrai que les Anglais regardaient par exemple Mussolini comme un exemple, non, d'une manière de renouveler l'Europe. Alors, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 30, personne en Europe pensait que c'était quelque chose de mauvais. Et il y avait plein de gens qui profitaient de ça. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui disaient, il y a lui au pouvoir, mais nous, à travers de lui, on essaye d'arriver ailleurs. Et Malaparte faisait partie de ça. C'est-à-dire que lui disait, Mussolini, c'est quelqu'un qui se trompe, non? Il n'a pas vraiment compris la révolution qu'on va faire. Et lui, c'était très ambigu parce qu'il avait aussi... Comme dire, pas fait directement, mais c'est vrai qu'il était complice de l'homicide de Matteotti aussi, non? C'est-à-dire qu'il avait même loué le fait que Matteotti avait été tué. Alors mais quand même,
c'était très compliqué, je crois, de comprendre jusqu'à la moitié des années 30 qu'est-ce qui se passait. Non? Alors, il y avait plein de gens qui mettaient ensemble le bolchevisme et le fascisme comme la nouvelle vague européenne, c'est ça. Et il ne faut jamais oublier que la plupart des architectures des banlieues parisiennes sont des imitations des architectures soviétiques des années 30. Alors, c'est-à-dire qu'au niveau d'architecture, il y a eu une globalisation, une mondialisation très rapide, non, et très anticipatoire. C'est ça, non, qui... C'est un geste pour vous dire à vous, qui souhaite réagir à ce film, poser une question à Franco. Nous avons la chance d'avoir Franco Lasecla ici. Constructivisme tout à l'heure. Vous avez employé le mot de constructivisme. Non, c'était constructivisme. Par rapport à l'architecture italienne, justement. Est-ce que vous pouvez développer ça? Mais là, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le constructivisme russe ressemblait beaucoup à ce qui s'est passé en Italie avec Pagano, avec Libera, avec Terragni. C'était les mêmes. Même il y avait des échanges, non? Ils se connaissaient très bien. Il y avait alors, les choses que Tatlin faisait, ou les choses. Il y avait quelque chose en commun. Cette idée d'une architecture simple, non? Qui revienne au matériel, aux matériaux. C'était soit dans la Russie que dans toute l'Europe et dans l'Italie. C'est pour ça que je parle de constructivisme et pas de déconstructivisme, que c'est autre chose. Peut-être il faut demander aux architectes dans la salle s'ils ont aimé la villa, s'ils aiment ce type d'architecture. Qu'est-ce que ça donne? Non, je suis curieux de savoir si c'est une référence pour les architectes aujourd'hui. Qui se lance? Je crois qu'il y a plein d'architectes. Les étudiants, il y a plein d'architectes, oui. Qui rêvent de faire le Philharmonique de Jean Nouvel. Est-ce que vous auriez eu envie de faire cette ville-là? C'est beaucoup plus modeste. Oui, simplement, je me demande comment on peut ne pas aimer. C'est ça la question pour moi. Comment on pourrait ne pas aimer. Mais pourquoi on l'aime? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de... C'est-à-dire que là, c'est intéressant parce que c'est une maison qui est devenue très tard une référence pour l'architecture. Parce que ce n'est pas signé. Non, ce n'est pas la villa à Malaparte. C'est la villa Capri. C'est ça. Alors, il y a dû avoir, je crois, un numéro un issue de Domus qui a lancé ça. Mais je me demande pourquoi. Oui, c'est vrai, je l'aime aussi. Mais je crois qu'il y a une force, une espèce de total. C'est un brutalisme avant la lettre. Je trouve la virgule, le Corbusier totalement ratée. Je la trouve, il faut l'éliminer. Mais pour le reste, c'est incroyable, c'est vrai. Hein. Mais en même temps, tu le disais tout à l'heure, on ne peut pas la séparer, l'isoler, comme ça, comme avec 3 hélicoptères qui la porteraient comme ça pour la mettre ailleurs. Elle fait corps avec le roc, elle fait corps avec, avec la mer, avec le ciel, elle fait corps avec le paysage. C'est une villa paysage. Ce n'est pas, on ne peut pas l'imaginer autre part. Bon, c'est pour ça que rien que ça, c'est déjà une opposition totale avec Le Corbusier, évidemment, puisque Le Corbusier disait, peu importe le lieu, c'est ma réalisation qui donne au lieu sa qualité. Là, en fait, on a bien l'inverse. On a d'abord un lieu, un site, plus précisément, et là, la qualité de Malaparte, c'est d'avoir réussi amicalement à être lié à ce site. Il y a quelqu'un qui a utilisé, qui a imité l'escalier, et c'était Alighiero Boetti, qui a construit dans sa villa à Todi le même escalier. Mais c'est un escalier qui, à la place d'avoir une terrasse, donne sous le rien. C'est-à-dire que c'est un escalier et après il n'y a rien. Il n'y a que les paysages, c'est ça. Hein? Et c'est intéressant que ce soit
quelqu'un comme Boetti, c'est partie de l'art pauvre, tout ça, qui s'est inspiré à ça. Des autres architectes? Parce que même si j'ai écrit contre l'architecture, j'aime beaucoup les architectes. Bon, plus ou moins. Et là, je vais... Mais t'es quand même assez mordant, quand même. Il y a le deuxième livre qui va sortir, que c'est comme c'est le sequel, c'est comme la vengeance. Alors, c'est contre l'urbanisme. Ah bah, ce serait temps, alors. Oui, mais alors que contre l'architecture est beaucoup plus facile, parce que, viser les archistards, c'est facile. Mais alors, les urbanistes, c'est plus compliqué. Ils ne sont pas connus même. Non, ouais. Mais c'est vrai que dans ce livre-là, alors il y a quand même une expérience extraordinaire d'avoir travaillé beaucoup, longtemps avec Renzo Piano. Et comment on arrive ce désamour? Parce que même... C'est pas le mépris, quand même. C'est pas le mépris. C'est pas le mépris. Non, mais c'est vrai que, il y a un côté fragile des architectes que j'aime pas. C'est-à-dire que même Renzo Piano, que c'est un ami, mais je raconte l'histoire de ces projets pour le redoublement du campus de la Columbia University. Et j'avais compris tout de suite qu'il fallait pas faire ça, parce que c'était une manière d'utiliser le nom de piano pour faire passer autre chose, vraiment l'exploitation la plus brutale de Harlem. Et je lui dis, écoute, mais il ne faut pas faire ça parce qu'ils ils vont t'utiliser comme façade et après... Et lui, quand même, il a accepté. C'est-à-dire que parce que c'était New York. Il travaillait déjà beaucoup à New York. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la Columbia a lui donné à faire simplement un coin du campus, un bâtiment seul, et le reste sont les fascistes de Skidmore, Owings et Merrill, qui sont la grande immobilière de New York qui ont fait ça. Et vraiment, je crois qu'il y a une manière de faire face aux clients qu'on doit vraiment abolir, ça doit finir, parce que c'est la honte. De la profession. Là, ton livre est vraiment extraordinaire pour ça, parce que les citations que tu donnes de Fuksas, par exemple, ou de Koulas, c'est scandaleux, évidemment, dans le rapport au client, je veux dire. Alors là, c'est un mépris, d'un mépris total. Pas du mépris au sens de Godard et de Moravia, c'est-à-dire un malentendu, mais une violence inouïe, quoi. Donc, on a alors, est-ce que, c'est peut-être la dernière question que je voudrais te poser, c'est le rapport, parce que c'est un truc qui est récurrent chez beaucoup d'architectes de dire on se nourrit du cinéma, on est à notre manière des cinéastes du béton, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que cette... Et moi j'ai du mal, moi qui ai tellement travaillé sur le cinéma, je vois très peu vraiment un architecte peut être cinéphile, comme par exemple Tchoumi. Il peut avoir vu quelques films dans les avions en circulant dans le monde entier comme Nouvelle ou Port-en-Par, mais ça ne suffit pas pour dire je construis mon projet, je réfléchis à la manière de l'alimenter, de le nourrir à partir de l'expérience cinématographique. Pour moi, c'est deux pratiques et deux arts qui ne peuvent pas véritablement s'emboîter. Mais c'est vrai que c'est un amour qui est fini un peu, non? Je crois que... le cinéma est remplacé par la vidéo, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Oui, mais je trouve que là, c'est plutôt... On va redécouvrir, par exemple, la chose qu'on va redécouvrir, c'est qu'on est en train d'assister à un énorme changement dans les villes aujourd'hui qui ne relève pas du numérique, du virtuel, de l'esthétique visuelle, mais plutôt de la physicité des corps. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être au Caire pendant la Révolution, après d'être à Gezi Park, pas à Hong Kong. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que vraiment, il y a un enjeu que c'est le corps dans l'espace public, dans les places. Et ça, c'est étonnant. C'est ça qui fait peur au pouvoir.
Il n'y a rien comme l'occupation de Hong Kong, donc des rues, qui fait une énorme peur au pouvoir. Parce qu'il y a une espèce dans la tactilité de l'espace urbain. C'est ça qui est important. Non? Vous dire que la résistance se matérialise. Oui, et on ne peut pas substituer à ça des visions totalement esthétiques, non? Un décor comme ça. Il y a un retour, je crois, au corps de la ville, qui est très intéressant maintenant. Parce que personne pensait que les choses allaient comme ça. Non? Personne attendait un tel retour à l'espace public. Et maintenant, c'est le moment. Hein. Non, dans le livre qui va sortir ici à moi, je raconte l'histoire à Paris de cet effrayant quartier de Paris qui s'appelle Paris 13e. Comment ça s'appelle? Non, c'est Pujol. Non, c'est Stalingrad, Pujol. 19e. Non, c'est 13e, Stalingrad, Pujol, non? Hein? Oui, c'est le 13e. Bon, vous savez qu'il y a toute une question aujourd'hui au niveau du développement de ces quartiers, et aux architectes, la municipalité donne des règlements où c'est écrit qu'il faut éviter d'avoir des boutiques de proximité, et surtout il faut éviter que les rez-de-chaussée donnent sur la rue. Parce que ça, c'est dangereux pour la sûreté. C'est étonnant, hein? Il y a des règlements comme ça. Hein? C'est-à-dire qu'on va assister, et si vous allez vous promener dans le 13e, dans le nouveau 13e, vous verrez qu'est-ce que ça donne. Hein? Il n'y a que des grandes surfaces, il n'y a plus les trottoirs sont des endroits totalement invivables, et c'est ça. Hein? Alors, la direction, c'est d'un côté, il faut éviter la vie dans la rue, de l'autre côté, les gens ont compris que c'est le vrai enjeu aujourd'hui. Oui. Bon, alors je ne suis pas du tout ni architecte, ni étudiant, rien. Mais pour la question de Paris, en fait, ça date de plus longtemps, ça a 150 ans cette démarche. Et Paris, particulièrement par rapport aux autres villes européennes en plus, est resté figé à l'époque haussmannienne, à quelques exceptions près. Ce qui fait que toute cette histoire de supprimer l'espace public, en supprimant la possibilité de pratiquer l'espace public, en faisant de grandes places comme la République, c'est une dynamique qui juste est réactualisée par les politiques publiques actuelles. Moi, je pense que là où il y a une différence, c'est que maintenant, ça se joue à l'échelle du logement, en fait. À l'échelle du logement, c'est-à-dire que le phénomène majeur qu'on identifie maintenant dans la ville, c'est la gentrification, particulièrement à Paris, qui fait que les populations plus pauvres ou plus misérables vont progressivement migrer hors de Paris. Ça a commencé il y a longtemps, il n'y a plus vraiment de personnes pauvres qui habitent dans Paris, c'est beaucoup trop cher. Et c'est là-dedans que ça se joue, en fait. C'est dans le rapport des politiques publiques pour laisser faire la gentrification. Et effectivement, ça passe par les commerces. Même si je pense que cette histoire de commerce de proximité et de grande surface est plus complexe que ça. Parce que ça serait lié au flux pendulaire qui traverse la ville. C'est-à-dire à faire qu'un endroit n'existe plus uniquement qu'en tant que passage. On ne s'arrête plus. On ne pratique plus la ville exactement. On ne marche plus à travers la ville. On essaye de la traverser le plus rapidement possible pour aller en banlieue, soit pour travailler, soit pour habiter. Voilà. C'était une forme de question, en fait, par rapport à... Il faut faire un film sur les trottoirs de Paris. Il faut faire un film sur les trottoirs de Paris, peut-être. Non, mais c'est vrai, les trottoirs de Paris, c'est les vrais monuments de Paris, non? Mais j'ai fait travailler mes étudiants sur la rue Oberkampf, mes étudiants du master d'espace public à la Sorbonne, il y a quelques années, et une étudiante coréenne a fait tout son topo sur l'interdiction. C'est-à-dire que les étudiants français avaient fait la rue Oberkampf dans le reflet des voitures, le reflet des vitrines, les fleurs dans la rue Oberkampf, un certain nombre, les chiens, un certain nombre de thématiques comme ça, mais aucun n'avait pensé aux interdictions. Et elle a photographié tous les panneaux et toutes les signalisations qui interdisaient. Alors pour elle, c'était ça. La rue parisienne, c'était une rue d'interdit.
Et donc elle disait, mais comment ça peut être un espace public si c'est un truc qui est interdit partout, on ne peut pas faire ceci, pas faire cela, etc. Bon. Et donc tout d'un coup, tout le groupe avait compris une chose qu'on n'avait pas perçue. Et alors évidemment, après, j'ai fait venir un de mes étudiants qui travaillait sur la vidéoprotection à Paris, qui a souscrit à ce grand truc profondément scandaleux qui est la vidéoprotection, pour moi. Et donc là, maintenant, on a cette espèce, à l'échelle planétaire, on sait que c'est absolument pas efficace. Toutes les données le démontrent. Au MIT, et même en France, il y a un laboratoire de sociologie qui travaille que là-dessus à Lyon et qui démontre qu'une caméra n'a jamais empêché une agression. Bon, mais c'est pas grave. On a cette espèce d'illusion de croire qu'avec la caméra, on va être protégé. Du reste, c'est assez amusant parce que lorsque Sarkozy a lancé ce programme, c'était la vidéosurveillance et à un moment donné, c'est devenu la vidéoprotection. Parce que là, il a fallu quand même dire non, on ne veut pas vous surveiller, non, on va vous protéger. Bon, hein, il se trouve que par ailleurs, c'était le beau-frère, je crois, de Hortefeux, qui était producteur de caméras. Enfin bref, donc c'était aussi des marchés. Ce sont des marchés particulièrement juteux, hein, c'est des trucs assez intéressants qu'il faut suivre de près. Bon, et ça, pour moi, c'est justement la caméra intelligente maintenant, qui n'est plus l'ancienne caméra qui filmait comme là, mais maintenant c'est une caméra qui ne fait que pixeliser, c'est-à-dire qui ne saisit que des données, qui sont ensuite analysés par un logiciel dit intelligent et qui donne, à partir de ça, en brassant plein d'informations venues des cartes bancaires, des navigos, des trucs, le portrait type de celui qui figurerait sur ce qui a été filmé. Donc on voit là qu'il y a une espèce de désincarnation du délinquant potentiel, c'est-à-dire toi et moi, qui marchons tout simplement dans la rue. Et là, on a affaire à quelque chose qui est ni plus ni moins que la réalisation de Big Brother. Alors après, les arguments toujours sécuritaires pour dire mais si, la preuve, ils font ça à Londres, ils s'en portent très bien, tout le monde est ravi. Non, ça suffit pas. Et ce qui arrive, et qui est très bien, mais à Paris ça n'arrive pas encore, c'est Singapour. C'est-à-dire ou Hong Kong, ce sont des mouvements très rapidement réprimés, mais de contestation. Il y a un mouvement quand même avec Jan Gehl, par exemple, que tu connais, donc la piétonisation des rues, avec Nicolas Soulier en France, qui dit reconquérir les rues. Moi j'ai inventé le verbe améniser les rues, parce qu'il faut les rendre amènes. Bon, eh bien, ça prend. Je vois que ça prend très petitement. Parce que ce que vous avez dit est tout à fait juste. Pour qu'une ville existe, c'est-à-dire qu'elle soit composite, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde au niveau des loyers. Et tant que Paris n'aura pas une propriété municipale ou collective du sol et qu'on aura une spéculation immobilière aussi intense, avec en plus les projets totalement scandaleux des gratte-ciel, qui sont l'expression même de la spéculation immobilière, alors à ce moment-là, évidemment, on ne comprend pas. On ne peut pas d'un côté exposer au pavillon de l'Arsenal une architecture de la récupération, du recyclage, tout ce qu'il faut à mon avis faire, et de l'autre côté avoir une espèce de politique de globalisation, c'est-à-dire de dire Paris doit être une ville globalisée, sinon c'est plus une ville qui sera dans la course des grandes métropoles. Je pense qu'en ce moment, ces éléments-là sont en train de changer. On n'avait pas parlé de nos futurs livres, mais donc je me réjouis de lire le tien bientôt. Le mien sort dans quelques semaines. Il s'appelle Désastres urbains. Donc, tu vois, le titre est quand même assez éloquent et très triste. Le sous-titre, Les villes meurent aussi. Voilà. Bah, écoutez, joyeux Noël.